Si vous croyez que ce n'est qu'une jolie tiare, détrompez-vous. Il s'agit d'une pièce à conviction. C'est un scandale que la famille royale a tenté d'enterrer dans ses coffres-forts pendant près de 80 ans. Lorsque la princesse Eugénie est apparue dans ce flamboiement d'émeraude, le monde entier a retenu son souffle. Mais derrière l'admiration se cachait la stupeur des connaisseurs. Pourquoi portait-elle ce bijou précis, celui-là même que 2 reines consécutives, la reine-mère elle-même et Élisabeth II, avaient catégoriquement refusé de porter? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce que les chroniques officielles préfèrent taire. Nous allons percer le mystère du kokochnik d'émeraude. Préparez-vous. Vous découvrirez pourquoi cette apparition a fait sensation et quel tabou inavoué la princesse Eugénie a brisé. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout et vous comprendrez que, derrière l'éclat de ces pierres, se cache une histoire digne d'un thriller hollywoodien. Ce jour-là, le monde s'attendait à tout de la part de la mariée. Des diamants familiaux, peut-être des saphirs, comme ceux de Diana, mais certainement pas ceux-là. Lorsque la princesse Eugénie est sortie de la Rolls-Royce, une flamme vert vif, presque proscrite, a jailli sur sa tête. Une tiare que la famille royale avait dissimulée pendant près de 80 ans, comme si elle portait un sceau inavoué, comme si son éclat pouvait révéler ce qu'il est d'usage de terre. Aujourd'hui, nous allons forcer le coffre-fort royal et dévoiler l'histoire véritable du kokochnik d'émeraude. Pour comprendre la genèse de ce trésor, il faut remonter jusqu'en 1919. Le monde se remettait à peine du vacarme des canons de la Première Guerre mondiale qu'un vent de changement soufflait déjà. La vieille Europe s'effondrait. 4 empires, dont celui de Russie, étaient tombés, et sur leurs ruines naissait une ère nouvelle, folle et flamboyante, celle du jazz et de l'art déco. C'est sur cette ligne de faille temporelle qu'apparaît notre principale protagoniste, Dame Margaret Greville. Elle n'était pas aristocrate de naissance. Fille d'un millionnaire de la bière, elle fit irruption dans la haute société londonienne grâce à un mariage avantageux et à une fortune colossale, devenant sa reine officieuse. Ses salons étaient courus, les futurs monarques recherchaient son amitié et sa passion était les pierres précieuses. Pour des femmes comme Madame Greville, les bijoux n'étaient pas de simples accessoires. C'étaient des symboles de pouvoir, des instruments d'influence et l'incarnation visible de leurs ambitions. C'est avec de telles ambitions qu'elle franchit les portes du prestigieux joaillier Boucheron, place Vendôme, à Paris. Sa commande était audacieuse et précise. Alors que les aristocrates russes, fuyant la Révolution, bradaient leur dernière parure familiale à Paris et à Londres, Margaret Greville, elle, ne cherchait pas à acquérir un fragment d'un monde révolu, mais à créer le sien, un monde qui surpasserait les originaux. Elle commanda une tiare de style kokochnik. Le choix fut génial. Le kokochnik, cette coiffe traditionnelle russe transformée en tiare, était alors à l'apogée de la mode, symbolisant le luxe perdu de la cour impériale. C'était une nostalgie d'une grandeur qui ne reviendrait jamais. Et qui mieux que la maison Boucheron pouvait exécuter une telle commande? Les joailliers français, qui, il n'y a pas si longtemps, avant 1917, avaient une boutique à Moscou et connaissaient parfaitement les goûts et les exigences des Romanov. Les maîtres joailliers de Boucheron reçurent une mission unique, créer non pas une simple copie, mais la quintessence du style impérial russe, réinterprétée à travers le prisme de l'art déco naissant. Il fallait marier l'opulence slave à l'élégance française, la monumentalité tsariste à la pureté géométrique du nouveau siècle. La commande fut acceptée. Dans les ateliers parisiens, la création de ce chef-d'œuvre, destiné à devenir une légende, battait son plein. Oublions un instant son histoire et contemplons la tiare comme une œuvre d'art. Au cœur de sa conception réside le platine. Ce fut le choix d'une ère nouvelle. Non pas l'or chaud et traditionnel, mais un métal froid, austère et incroyablement robuste, capable de maintenir une constellation entière de pierres tout en demeurant quasi invisible.
De ce platine, les maîtres de bûcherons ont façonné une monture en forme de crête pleine et élevée, épousant les contours du kokochnik russe. Ce n'est pas une diadème légère, mais un mur de lumière monumental. La surface de ce mur est entièrement constellée de diamants de taille ancienne roses, disposés en un pavé serré. Contrairement aux modernes, les diamants taille rose ne s'imposent pas par leur éclat. Ils n'explosent pas en des milliers d'étincelles. Ils scintillent doucement, mystérieusement, comme le givre glacé sous un clair de lune. Ce lustre délicat, presque éthéré, sert d'écrin parfait au trésor principal de la tiare. Mais avant d'atteindre le cœur, notre regard est attiré par 6 émeraudes disposées symétriquement, 3 de chaque côté. Elles sont comme des projecteurs verts, perçant la poudrerie de diamants. Leur rôle est de préparer le spectateur, de tisser une intrigue chromatique et de guider l'attention vers le cœur de la composition. Et le voici, la pierre centrale, un cabochon ovale d'émeraude pesant 93,7 carats. Ce n'est pas qu'une simple pierre, c'est un prodige géologique dont le poids est comparable à une petite poignée de pièces de monnaie. Les joailliers ont délibérément choisi pour lui une taille cabochon, lisse et bombée, qui ne fragmente pas la lumière, mais permet de plonger au plus profond de l'âme de la pierre. Dans sa profondeur verte, on distingue des vénules et des inclusions, ce que les professionnels appellent poétiquement un jardin. Ce ne sont pas des défauts, mais les empreintes digitales de la nature, le passeport de la pierre, attestant de son authenticité et de son caractère unique. Imaginez un instant ce que cela représente de tenir la tiare entre vos mains. Vous en percevez la lourdeur agréable et affirmée, le poids d'un métal noble et d'une fortune en carats. Elle rafraîchit la peau, et lorsqu'elle se pose sur la tête, elle s'y ajuste parfaitement, comme si elle y avait été moulée. Chaque mouvement de tête fait capter la lumière à l'émeraude principale, la faisant miroiter d'un vert bouteille profond à une nuance vive et herbacée. Ce n'est pas qu'un simple ornement, c'est une parure armure, une déclaration de statut sans compromis, qui n'avait nul besoin de mots. Margaret Greville n'avait pas commandé un objet, elle avait commandé une légende. Et les joailliers de bûcherons se sont surpassés, créant un chef-d'œuvre où la puissance russe fusionnait avec le chic français et l'audace de l'ère art déco naissante. 18 ans. Pendant près de 2 décennies, ce chef-d'œuvre émeraude a reposé dans son écrin de velours, dans le silence et l'obscurité d'un coffre-fort bancaire. Pourquoi ? La tiare était-elle trop audacieuse, trop provocante même pour une femme comme Margaret Greville ? Ou bien, en stratège avisé, attendait-elle le seul et unique moment opportun pour frapper l'imagination du monde de plein fouet ? Ce moment ne survint qu'en 1937. Les nuages s'amoncelaient sur l'Europe, le pressentiment d'une nouvelle guerre flottait dans l'air. Londres vivait dans une effervescence fébrile, tentant de chasser les sombres pensées à coups de balles et de réceptions. Le concert donné à l'ambassade d'Autriche s'avéra la scène idéale pour ce début. Imaginez cette soirée. Diplomates, aristocrates, politiques, tous ceux qui décident du destin du monde, réunis sous un même toit, échangeant des amabilités tout en dissimulant leur anxiété. Et dans ce monde électrisé, elle fait son entrée. Dame Margaret Greville. Non plus jeune, mais pleine d'une prestance impérieuse. Ce soir-là, elle avait décidé non pas simplement de porter un bijou, mais de révéler au monde toute la puissance de sa collection. Sur sa tête, le kokochnik d'émeraude, qui n'avait jamais vu la lumière du jour, s'embrassa. Ce fut comme une explosion. Mais Madame Greville ne fit pas les choses à moitié. Elle compléta son allure par un collier d'émeraude massif et de lourdes boucles d'oreilles pendantes. Ce n'était pas un simple ensemble, c'était une armure d'émeraude. Dans une salle remplie des diamants familiaux et des perles de la vieille aristocratie, son apparition fit l'effet d'une bombe. Ce n'était pas une simple démonstration de richesse,
C'était une déclaration. La réaction fut exactement celle qu'elle espérait. Des chuchotements admiratifs, des regards envieux, des questions muettes. Qui était cette femme de sang non royal osant éclipser tout le monde? Pour Margaret Greville, proche amie de la reine-mère, ce fut un triomphe. Elle montra à tous que son statut et son influence n'avaient rien à envier aux personnes titrées. Elle était une force avec laquelle il fallait compter. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que ce début fracassant fut pour la tiare sa dernière apparition publique du vivant de sa propriétaire. Elle ne la porta qu'une seule fois. Telle une commandante de génie qui gagne une bataille décisive d'un seul coup, elle avait atteint son objectif. Elle s'était imposée, avait ébloui le monde et avait de nouveau rangé son arme maîtresse dans son coffre, ne laissant derrière elle qu'une légende. En 1942, alors que l'étau d'acier de la guerre se resserrait sur la Grande-Bretagne, Dame Margaret Greville s'éteignit. Elle ne laissa pas d'héritier direct. Au lieu de cela, dans son testament, elle posa un geste d'une générosité et d'une clairvoyance incroyable. Toute sa fabuleuse collection de bijoux, elle la légua à son amie et, à l'époque, reine consort régnante, Élisabeth, future reine-mère. Ce n'était pas un simple transfert de trésors. C'était un passage de pouvoir, la consolidation d'un héritage. Le Kokochnik d'émeraude acquérait le propriétaire le plus prestigieux de son histoire. La reine Élisabeth était une icône de son temps. Une femme qui, par son esprit inébranlable, son charme et son style impeccable, a aidé la nation à traverser les jours les plus sombres. Elle, mieux que quiconque, comprenait le langage et la puissance des bijoux. Son arsenal joaillier était immense et son goût légendaire. Elle adorait les guirlandes aériennes de diamants de quartier, les broches florales délicates et les colliers de perles à plusieurs rangs. Et voilà que dans ce monde de teintes pastel et de douce brillance, le Kokochnik d'émeraude fait irruption, audacieux, monumental, presque agressif dans sa beauté. Et c'est là que commence la plus grande énigme de l'histoire de la tiare. La reine-mère, ayant reçu ce trésor, ne le porta jamais, pas une seule fois, en public. Pendant des décennies, des réceptions d'après-guerre aux jubilés et mariages, la tiare est restée dans une captivité invisible. La question qui tourmentait les historiens et les experts en joaillerie était simple. Pourquoi? Pourquoi l'une des femmes les plus resplendissantes de l'époque, qui adorait les bijoux, a-t-elle ignoré l'un des chefs-d'œuvre majeurs de sa collection? La première hypothèse est évidente. Le style. La tiare Greville incarnait l'esthétique art déco, avec sa géométrie stricte et sa puissance. Le style de la reine-mère elle-même était plutôt édouardien, romantique, féminin, aérien. Peut-être sentait-elle simplement que ce Kokochnik froid et impérieux ne s'harmonisait pas avec son image, faite de dentelles, de soie et de silhouettes douces. Il était trop étranger, trop tranchant. Mais il y a aussi une raison plus profonde, psychologique. Cette tiare n'était pas un simple ornement, elle était la carte de visite de Margaret Greville. Elle était si étroitement liée à la personnalité de sa première propriétaire, à sa réputation de mondaine ambitieuse, que la porter aurait signifié endosser un masque étranger. Pour une reine dont l'image était peaufinée dans les moindres détails, cela était inacceptable. La tiare portait l'empreinte trop forte d'une autre personnalité. Ainsi, le âge d'or de la tiare se déroula dans un silence absolu. C'était un paradoxe. Entre les mains d'une icône du style, elle devint invisible. Sa renommée grandit en son absence. Elle se transforma d'un bijou en un mythe, en un fantôme dans le trésor royal. Une légende dont tout le monde connaissait l'existence, mais que personne n'avait jamais vue. C'est précisément ce silence glacial, long de 76 ans, qui l'a transformée en une véritable sensation. La reine-mère, sans doute à son insu, a rendu le plus grand des services au diadème. Elle ne s'est pas contentée de le préserver, elle l'a imprégné de mystère. Elle l'a métamorphosé en une bombe joaillière à retardement
qui n'attendait que son heure pour éclater aux yeux du monde entier. Derrière l'éclat de tout grand trésor se cachent toujours des zones d'ombre, et l'histoire du Kokochnik en émeraude ne fait pas exception. Son principal secret et sa possible malédiction sont indissociablement liés à la personnalité de sa première propriétaire. Derrière la façade de respectabilité de Lady Margaret Greville, amie des rois et philanthrope généreuse, se dissimulait une personnalité bien plus complexe, calculatrice et sulfureuse. Pour commencer, toute son existence fut une lutte acharnée pour la reconnaissance. La bonne société ne lui pardonna jamais l'origine de sa fortune, ses sales, deniers de la bière. Bien plus, des rumeurs tenaces couraient à Londres depuis des décennies, affirmant qu'elle n'était pas seulement la fille d'un brasseur, mais son enfant illégitime. Dans le monde conservateur édouardien, c'était une tache indélébile qu'elle s'efforçait de masquer par l'éclat des diamants et le pouvoir. Son célèbre domaine de Polesden Lacey n'était pas qu'un simple lieu de réception mondaine. C'était une véritable bourse politique, un centre d'influence officieux où, autour d'une coupe de champagne, se jouaient les destins de ministres et se concluaient des arrangements secrets. Lady Greville était une maîtresse de l'intrigue politique. Elle collectionnait non seulement les joyaux, mais aussi les secrets des puissants de ce monde. Elle était crainte et on la courtisait. Et ce diadème, commandé pour défier l'aristocratie russe, était le couronnement de ses ambitions. Ce n'était pas un simple accessoire, c'était un trophée, le symbole de la victoire d'une roturière sur l'ancien monde. C'est à cette réputation qu'est liée la plus belle et la plus invérifiable des légendes concernant le diadème. On raconte que l'émeraude centrale est d'une origine véritablement royale et qu'elle aurait appartenu jadis à l'impératrice Joséphine elle-même, et avant elle, peut-être même à Marie-Antoinette. C'est une histoire incroyablement romanesque qui multiplie la valeur de la pierre par des multiples. Cependant, les historiens et les archives de la maison Boucheron sont unanimes. Cette légende ne possède pas la moindre preuve documentaire. Très probablement, il s'agit d'un mythe que Lady Greville elle-même a soit inventé, soit volontiers entretenu, afin d'ajouter à son trésor un lustre aristocratique qui lui faisait défaut. Et c'est maintenant que nous pouvons revenir à la question de savoir pourquoi la reine-mère n'a jamais porté ce joyau. Peut-être la raison n'était-elle pas uniquement stylistique. Pour une reine dont le pouvoir était fondé sur la tradition et le droit divin, arborer le diadème Greville aurait signifié porter un symbole de pouvoir acquis par l'argent, les intrigues et les rumeurs. Cela aurait été une reconnaissance tacite du monde de Margaret Greville, un monde que la famille royale d'une part acceptait et d'autre part méprisait. Le diadème était trop bruyant, trop audacieux, il sentait trop fort l'argent frais et le scandale. Et la reine-mère, avec son flair impeccable, a préféré laisser ce fantôme du passé dans l'obscurité du coffre-fort. 2002. La Grande-Bretagne ne disait pas seulement adieu à une reine, elle disait adieu à tout un siècle. La mort de la reine-mère, à l'âge de 101 ans, marqua la fin d'une époque grandiose. Elle était un pont vivant, reliant le monde victorien au 3e millénaire numérique. Et tandis que la nation pleurait sa bien-aimée, un processus silencieux mais non moins significatif s'amorçait derrière les murs du palais, la transmission de son héritage personnel. Avec les lettres, les œuvres d'art et les innombrables souvenirs d'une longue existence, sa colossale collection de bijoux passa en héritage à sa fille, la reine Élisabeth II. Pour le Kokochnik en émeraude, cela signifiait un changement formel de propriétaire. Il quitta le coffre-fort d'une reine pour se retrouver dans celui d'une autre. Au lieu de la fièvre d'une vente aux enchères ou d'un vol spectaculaire, il n'y eut que les lignes arides d'un inventaire et la lumière froide des lampes de vérification. Toute la communauté joaillière retenait son souffle. Il semblait que c'était l'occasion rêvée. Une nouvelle reine, une nouvelle ère. Peut-être Élisabeth II, plus pragmatique et moins sentimentale que sa mère, déciderait-elle enfin de révéler au monde ce trésor oublié. Elle avait une infinité de raisons de le faire,
visites d'État, banquets, jubilés. Mais non. La reine Élisabeth II, détentrice de la plus vaste et la plus précieuse collection de bijoux au monde, reproduisit entièrement le chemin de sa mère. Pas une seule fois, elle n'apparut en public avec le diadème d'émeraude. Comme si, en héritant du bijou, elle avait aussi hérité du verdict tacite prononcé à son encontre des décennies plus tôt. Le diadème Greville replongea dans le silence et le velours du coffre-fort royal. Ce double oubli, cette continuité de silence s'étirant sur près de 80 ans, devint le chapitre décisif de sa vie dans l'ombre. L'absence du bijou sur la scène publique ne fit que le rendre plus désirable et plus mystérieux. Il se transforma en un véritable saint Graal pour les historiens du bijou. Sa valeur augmentait avec chaque année de silence, et elle se composait non plus seulement de carats et de platine, mais de décennies d'attente et d'un mystère non élucidé. Et puis vint le 12 octobre 2018. Le monde, retenant son souffle, suivait le mariage royal à Windsor. Tous les experts en joaillerie et les admirateurs pariaient. La princesse Eugénie porterait-elle le célèbre diadème de York, celui que sa mère, Sarah Ferguson, avait arboré? Ou choisirait-elle quelque chose de plus modeste parmi les vastes réserves de la reine? Personne, absolument personne, n'était préparé à ce qui se produisit l'instant d'après. Lorsque la porte de la Rolls-Royce Vintage s'ouvrit et que la mariée monta les marches de la chapelle Saint-Georges, un soupir collectif traversa le monde. Ce n'était pas le scintillement discret des diamants. C'était un brasier vert éblouissant. Sur la tête de la princesse brillait celui-là même, ce fantôme joaillier, le mythique Kokochnik Greville. Après 76 ans d'oubli, la légende s'était matérialisée. En une seconde, le diadème cessa d'être une anecdote historique pour devenir la principale nouvelle de la planète. Ce n'était pas un simple retour, c'était une réinterprétation complète. Si pour Margaret Greville, le Kokochnik était une arme, un symbole de pouvoir et de statut, pour la princesse Eugénie, il devint l'expression d'un style personnel et d'un amour. Elle le choisit non parce qu'il était le plus cher ou le plus prestigieux, mais parce qu'il était le plus audacieux et s'accordait parfaitement avec ses cheveux roux et ses yeux verts. Elle n'eut pas peur de son esthétique puissante, presque agressive. Elle ne vit pas en lui l'ombre du passé, mais la beauté du présent. Dans ce choix résidait une force et une assurance incroyables. La robe d'Eugénie était conçue avec un profond décolleté dans le dos, non pour dissimuler, mais pour montrer fièrement la cicatrice de son opération de la colonne vertébrale. Et dans ce contexte, le choix d'un diadème aussi puissant et tourné vers l'avenir devint l'accord final. Elle semblait dire « Regardez-moi mon visage, mon bonheur ». Le diadème ne l'éclipsa pas, il la sublima. Elle prit un trésor à la réputation ambiguë et lui insuffla une vie nouvelle, lumineuse et romantique. Ce jour-là, la valeur du diadème a explosé et il ne s'agit pas d'argent. Sa valeur historique a été multipliée par 10. Il a cessé d'être simplement le diadème Greville. Il a reçu un nouveau nom, le diadème de mariage de la princesse Eugénie. D'un trésor auréolé de scandale, il s'est transformé en le symbole de l'un des mariages royaux les plus mémorables et les plus sincères du XXIe siècle. La longue attente fut amplement récompensée. Le retour triomphal a eu lieu et il a surpassé toutes les attentes les plus audacieuses. Alors, où se trouve ce trésor maintenant? Après un éclat bref mais éblouissant lors d'une exposition spéciale au château de Windsor au printemps 2019, où des milliers de personnes purent l'admirer de près, le Kokochnik en émeraude a de nouveau disparu de la vue. Sa demeure n'est ni un musée, ni une collection privée, mais le saint des saints de la monarchie britannique, le trésor royal. Ce sont des coffres-forts imprenables à l'atmosphère contrôlée où, aux côtés de la couronne de Saint-Édouard et du sceptre orné du Cullinan,
reposent des milliers d'autres chefs-d'œuvre joailliers appartenant à la couronne. C'est là que son statut a finalement changé. Aujourd'hui, ce n'est plus un simple accessoire, même incroyablement coûteux. C'est un artefact historique, l'incarnation physique de toute une tranche de l'histoire britannique. Chacun de ses propriétaires y a laissé son empreinte invisible. Les ambitions de Margaret Greville, le silence énigmatique de la reine-mère, la résilience d'Élisabeth II et le triomphe romantique de la princesse Eugénie, toutes ces histoires sont désormais entrelacées dans son cadre de platine. Le porter aujourd'hui, c'est porter sur soi tout ce drame séculaire. Et enfin, la question qui taraude tout le monde, combien coûte-t-il? Tenter d'estimer ce diadème, c'est comme vouloir apposer un prix sur un chapitre de l'histoire. Mais si l'on décompose sa valeur en ses composantes, l'image est saisissante. Premièrement, il y a la valeur matérielle. Une émeraude gigantesque de la plus haute qualité, une constellation de diamants et du platine. Cela représente déjà des millions de livres sterling. Deuxièmement, il s'agit d'une œuvre de la légendaire Maison Boucheron, ce qui double le prix. Mais tout cela pâlit devant le facteur principal, la provenance, c'est-à-dire l'historique de possession. Et ici, le diadème Greville a un véritable Royal Flush. Son appartenance à la collection de 2 reines et sa participation à l'un des mariages royaux les plus marquants du siècle le rendent absolument inestimable. Il n'apparaîtra jamais aux enchères. Mais si, hypothétiquement, cela arrivait, le prix de départ se chiffrerait en dizaines de millions et le prix final serait imprévisible. Sa véritable valeur ne réside pas dans les carats, mais dans la légende, qu'il est désormais impossible de séparer de l'objet lui-même. Ainsi, nous revenons à la question principale posée au tout début. Pourquoi ce chef-d'œuvre éblouissant a-t-il été si longtemps caché et quel secret recelait-il? Maintenant, la réponse est évidente. Le diadème n'était pas caché, il était mis en pause. Son secret n'est ni une malédiction, ni un défaut dissimulé. Son secret, c'est l'histoire de son origine, le parfum des ambitions et de l'argent frais, trop âpre pour le délicat odorat de la vieille aristocratie. C'était une déclaration trop bruyante, un écho trop fort de la personnalité de sa première propriétaire, Margaret Greville. La reine-mère, puis Élisabeth II, dotée d'un tact irréprochable, comprirent que pour porter ce diadème, il fallait soit posséder la même audace que sa créatrice, soit en réécrire entièrement l'histoire. Elles choisirent l'attente. Et ce long silence, presque centenaire, se révéla pour le diadème non pas un oubli, mais le plus grand des cadeaux. Il le transforma d'un simple et bel objet en un mythe, en un Graal pour les historiens, en un rêve pour les connaisseurs. Le port du kokochnik par la princesse Eugénie n'a pas été un simple retour, mais une véritable catharsis. Elle n'a pas craint son histoire. Elle l'a portée avec une telle joie et un amour si sincère qu'elle l'a définitivement purifiée de toutes les ombres du passé. Elle n'a pas simplement emprunté un bijou du trésor, elle l'a libéré de la captivité de sa réputation, en lui insufflant un sens nouveau, lumineux et romantique. Elle a achevé son histoire. C'est précisément en cela que réside la magie des trésors authentiques. Ils sont des témoins silencieux, des miroirs qui reflètent non seulement la lumière, mais aussi les passions humaines. Ils absorbent les drames, les ambitions, les secrets et les triomphes de leurs propriétaires. Ils deviennent l'incarnation physique de la mémoire, une chronique de platine et de pierres précieuses que l'on peut non seulement lire, mais aussi s'approprier. Le kokochnik d'émeraude Greville est bien plus qu'un simple diadème. C'est une épopée sur l'ascension sociale, sur le choc des mondes, sur la force du caractère féminin et sur la façon dont une décision audacieuse peut réécrire le destin, même celui d'un objet inanimé. Son histoire a démontré que la véritable valeur d'un chef-d'œuvre ne se mesure pas seulement en carats ou à la pureté de ses pierres. Elle se mesure à la profondeur de la légende qu'il tisse derrière lui.
Les pierres peuvent ternir, le métal vieillir, mais les récits qu'elles recèlent sont immortels.